Dans la 32e lecture introductive à la psychanalyse, c'est-à-dire dans la série de nouvelles conférences, on a traduit en français, sur la psychanalyse, Freud précise qu'il s'agit d'introduire quelque chose qui n'a, dit-il, nullement le caractère de pure spéculation. Mais nous a traduit dans le français inintelligible, dont vous allez pouvoir juger, mais il ne peut vraiment être question que de conception. Un point. En effet, il s'agit de trouver des idées abstraites justes qui, appliquées à la matière brute de l'observation, y apporteront ordre et clarté. Il n'y a pas de point en allemand, là où je vous l'ai signalé, et il n'y a aucune énigme dans la phrase. Il s'agit, nous dit Freud, sondern es handelt sich wirklich, non pas vraiment mais réellement, de conception, virgule, c'est-à-dire, je veux dire par là, des Vorstellungen, des représentations abstraites, correctes, il s'agit de les einzufahren, de les amener au jour, de ces conceptions dont l'application à la Rohstoff, à l'étoffe brute de l'observation, Beobachtung, permettra d'en faire sortir, d'y faire naître l'ordre et la transparence. Il est évidemment toujours fâcheux de confier une chose aussi précieuse que la traduction de Freud aux dames de l'antichambre. C'était fort. Ce programme, celui auquel nous nous efforçons ici depuis quelques années, et c'est de ce fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons en somme à avoir à préciser sur notre chemin de l'angoisse le statut de quelque chose que je désignerai d'emblée d'abord par la lettre petit a que vous voyez ici au nez, au-dessus du profil du base qui symbolise pour nous le contenant narcissique de la libido, autant que par l'intermédiaire de ce miroir de l'autre, il peut être mis en rapport avec sa propre image et qu'entre les deux peut jouer cette oscillation communicante que Freud désigne comme la réversibilité de la libido du corps propre à celle de l'objet. À cette oscillation économique, cette libido réversible de I de A à I' de A, il y a quelque chose, nous ne dirons pas qui échappe, mais qui intervient sous une incidence
dans le mode de perturbation est justement celui de cette année. Manifestation la plus éclatante, le signal de l'intervention de cet objet petit a, c'est l'angoisse. Ce n'est pas dit que cet objet n'est que l'envers de l'angoisse. Il n'intervient, qu'il ne fonctionne qu'en corrélation avec l'angoisse. L'angoisse, nous a appris Freud, joue par rapport à quelque chose la fonction de signal. Je dis, c'est un signal en relation avec ce qui se passe concernant la relation du sujet, d'un sujet qui ne saurait d'ailleurs entrer dans cette relation que dans la vacillation d'un certain padding, tel que désigne la notation de ce sujet par un S barré, la relation de ce sujet à ce moment vacillant avec cet objet dans toute sa généralité. L'angoisse est le signal de certains moments de cette relation. C'est ce que nous allons nous efforcer de vous montrer plus avant qu'aujourd'hui. Il est clair que ceci suppose un pas de plus dans la situation, la précision de ce que nous entendons par cet objet petit a. Je veux dire, cet objet, nous le désignons par petit a, justement. Remarque. Cette notation algébrique a sa fonction. Elle est comme un fil destiné à nous permettre d'en reconnaître sous les diverses incidences où il nous apparaît l'identité. Sa notation est algébrique, petit a. Justement pour répondre à cette fin de repérage pur de l'identité, ayant été déjà posé par nous que le repérage par un mot, par un signifiant, est toujours et ne saurait être que métaphorique, c'est-à-dire laisser en quelque sorte en dehors de la signification induite par son introduction, la fonction du signifiant lui-même. Le terme bon, s'il engendre la signification du bon, n'est pas bon par lui-même, loin de là, car il engendre et du même coup le mauvais.
De même, désigner ce petit tas par le terme d'objet, vous le voyez, n'est d'un usage métaphorique puisqu'il est emprunté justement à cette relation sujet-objet, où le terme objet se constitue, qui sans doute est propre à désigner la fonction générale de l'objectivité, mais cet objet dont nous avons à parler sous le terme de petit a est justement un objet qui est externe à toute définition possible de l'objectivité. Je ne parlerai pas de ce qui se passe de l'objectivité dans le champ science. Je parle de notre science en général. Vous savez, il lui est arrivé depuis Kant quelques malheurs qui relèvent tous dans le sens de cet objet, d'avoir voulu faire trop de part à certaines évidences et spécialement à celles qui sont du champ de l'esthétique transcendantale. De tenir pour évidente l'indépendance, la séparation des dimensions de l'espace avec celle du temps, c'est trouvé à l'épreuve dans l'élaboration de l'objet scientifique, se heurter à ce quelque chose que l'on traduit bien improprement par crise de la raison scientifique. Bref, et tout cet effort qui a dû être fait pour s'apercevoir que justement ces deux reliques, des dimensions spatiales et temporelles, ne pouvaient pas, à un certain niveau de la physique, continuer d'être tenues pour des variables indépendantes. Effet surprenant qui semble avoir causé à quelques esprits d'insolubles problèmes qui ne semblent pas pourtant être dignes de tellement nous arrêter si nous nous apercevons que c'est justement au statut de l'objet qu'il s'agit de recourir, de rendre au symbolique dans la constitution, dans la traduction de l'expérience sa place exacte, de ne pas faire d'extrapolation aventurée de l'imaginaire dans le symbolique à la vérité. Le temps dont il s'agit au niveau où peuvent se poser les problèmes qui viendraient à l'irréaliser comme une quatrième dimension n'a rien à faire avec le temps qui, dans l'intuition, semble bien se poser comme une sorte de heure infranchissable du réel, à savoir ce qui nous apparaît à tous, et que sa tenue pour une évidence, pour quelque chose qui, dans le symbolique, pourrait se traduire par une variable indépendante, est simplement une erreur catégorielle au départ. Même difficulté, vous le savez, à une certaine limite de la physique avec le corps. Et là, je dirais que nous voici sur notre terrain, car c'est effectivement sur ce qui n'est pas fait, au départ, le statut correct de l'expérience que nous avons ici, notre mot à dire. Nous avons d'autres mots à dire puisque notre expérience pose
et institue. Qu'aucune intuition, qu'aucune transparence, qu'aucune Durchsichtigkeit, comme ici dans le terme de Freud, qui se fonde purement et simplement sur l'intuition de la conscience, ne peut être tenue pour originelle, pour valable, et donc ne peut constituer le départ d'aucune esthétique transcendantale. Pour la simple raison que le sujet ne saurait d'aucune façon être situé d'une façon exhaustive dans la conscience, puisqu'il est d'abord et primitivement inconscient. À ceci, j'ajoute que s'il est d'abord et primitivement inconscient, c'est en raison de ceci qu'il nous faut d'abord et primitivement, dans sa constitution de sujet, tenir pour antérieure à cette constitution une certaine incidence qui est celle du signifiant. Le problème est de l'entrée du signifiant dans le réel et de voir comment de ceci naît le sujet. Est-ce à dire qu'ici nous nous trouvions comme devant une sorte de descente de l'esprit, d'apparition de signifiant ailé qui commencerait à faire dans ce réel leur trou tout seul, au milieu desquels apparaîtrait un de ces trous qui serait le sujet. Je pense que dans l'introduction de la division réelle, imaginaire et symbolique, nul ne me prête un tel dessin. Il s'agit juste aujourd'hui de savoir ce qui est d'abord, ce qui permet justement à ce signifiant de s'incarner. Qu'il le lui permet, c'est bien entendu ce que nous avons là pour nous présentifier les uns aux autres, notre corps. Seulement, ce corps n'est pas à prendre non plus, lui, dans les pures et simples catégories de l'esthétique occidentale. Ce corps n'est pas, pour tout dire, constituable à la façon dont Descartes l'institue dans le champ de l'étendue. Ce corps dont il s'agit d'apercevoir qu'il ne nous est pas donné de façon pure et simple dans notre miroir, que même dans cette expérience du miroir, un moment peut arriver où cette image spéculaire où nous croyons tenir, se modifie. Ce que nous avons en face de nous, qui est notre statue, qui est notre visage, qui est notre Père Dieu, laisse surgir la dimension de notre propre regard, et la valeur de l'image commence alors de changer. Et surtout, s'il y a un moment où ce regard qui apparaît dans le miroir commence à ne plus nous regarder nous-mêmes. Initium aurore d'un sentiment d'étrangeté qui est la porte ouverte
sur l'angoisse. Passage de l'image spéculaire à ce double qui m'échappe, voilà le point. Quelque chose se passe dont je crois que par l'articulation que nous donnons à cette fonction de petit a, nous pouvons montrer la généralité, la fonction, la présence dans tout le champ phénoménal, et montrer que la fonction va bien au-delà de ce qui apparaît dans ce moment étrange que j'ai voulu ici simplement repérer pour son caractère à la fois le plus notoire et aussi le plus discret dans son intensité. Comment se passe cette transformation de l'objet, qui d'un objet situable, d'un objet repérable, d'un objet échangeable, fait cette sorte d'objet privé, incommunicable et pourtant dominant, qui est notre corrélatif dans le fantasme. Où est exactement le moment de cette mue, de cette transformation, de cette révélation? Je crois que ceci, par certains chemins, par certains biais que j'ai déjà préparés pour vous au cours des années précédentes, peut-être plus que désigné, peut-être expliqué, et que par le petit schéma que je vous ai apporté aujourd'hui au tableau, quelque chose de ces conceptions, Auffassungen, de ces représentations précises, correctes, peut être données, qui fassent un rappel toujours plus ou moins opaque, obscur à l'intuition, à l'expérience, quelque chose de durchsichtigbar, de transparent. Autrement dit, de reconstituer pour nous l'esthétique transcendantale qui nous convient, qui convient à notre expérience. Vous pouvez tenir, donc pour certains, par mon discours, que ce qui est communément concernant l'angoisse, non pas extrait du discours de Freud, mais une partie de ce discours, que l'angoisse soit sans objet, et proprement ce que je rectifie. Comme j'ai pris soin ici de vous l'écrire, pourquoi pas ça, entre autres, à la façon d'un petit manet de sel paresse, elle n'est pas sans objet. Telle est exactement la formule où doit être suspendu ce rapport de l'angoisse à un objet. Ce n'est pas à proprement parler l'objet de l'angoisse. Dans ce passant, vous reconnaissez la formule est déjà
déjà pris. Ensuite, concernant le rapport du sujet au phallus, il n'est pas sans l'avoir. Ce rapport de n'être pas sans avoir ne veut pas dire qu'on sache de quel objet il s'agit. Quand je dis « il n'est pas sans ressources », il n'est pas sans ruse, ça veut justement dire que ces ressources sont obscures, au moins pour moi, et que sa ruse n'est pas commune. Aussi bien l'introduction même linguistique du terme sens inné est profondément corrélatif de cette apposition du hode, non, hode sine, non pas sans. Un certain type de liaison conditionnelle, si vous voulez, qui lie l'être à l'avoir dans une sorte d'alternance. Il n'est pas là sans l'avoir, mais ailleurs. Là où il est, ça ne se voit pas. Est-ce que ce n'est pas justement là la fonction même sociologique du phallus? Condition bien sûr de le prendre ici au niveau majuscule, au niveau du grand phi, où il incarne la fonction la plus aliénante du sujet dans l'échange, même dans l'échange social. Le sujet y court, réduit à être porteur du phallus. C'est cela qui rend la castration nécessaire à une sexualité socialisée, où il y a, nous l'a fait remarquer Claude Lévi-Strauss, des interdictions sans doute, mais aussi et avant tout des préférences. C'est le vrai secret, c'est la vérité de ce que Freud fait tourner dans la structure autour de l'échange des femmes. Et sous l'échange des femmes, il y a les phallus pour les remplir. Sinon, il ne faut pas qu'on voit que c'est lui, le phallus, qui est en cause. Si on le voit, angoisse. Je pourrais... Ici, embranché sur plus d'un rail. Il est clair que par cette référence, nous en voici tout de suite au complexe de castration. Eh bien, mon Dieu, pourquoi ne pas nous y engager? La castration, comme je l'ai maintes fois rappelé devant vous,
La castration du complexe n'est pas une castration. Ça, tout le monde le sait, tout le monde s'en doute. Les choses curieuses, on ne s'y arrête pas. Ça a tout de même bien de l'intérêt. Cette image, ce fantasme. À situer entre imaginaire et symbolique de ce qui se passe. Est-ce l'éviration bien connue des farouches pratiques de la guerre? C'est assurément plus près que de la fabrication des eunuques. Mutilation du pénis, bien entendu, c'est ce qui est évoqué, et par les menaces fantasmatiques même du père ou de la mère, selon les âges de la psychanalyse. Si tu fais ça, on va te le couper. Aussi bien faut-il que cet accent de la coupure ait toute son importance pour qu'on puisse tenir la pratique de la circoncision, à laquelle, la dernière fois, vous m'avez vu faire des références, si je puis dire, prophylactiques, à savoir la remarque que l'incidence psychique de la circoncision est loin d'être une botte et que je ne suis pas le seul à l'avoir marqué. Un des derniers travaux, sans doute remarquable, sur ce sujet, celui de Nürnberg, sur la circoncision conçue dans ses rapports avec la sexualité, et bien là pour nous rappeler ce que déjà d'autres auteurs, et de nombreux avaient introduit avant lui, que la circoncision tout autant le but, la fin de renforcer en l'isolant le terme de la masculinité chez l'homme, que de provoquer les effets, au moins sous leur incidence en même temps, de provoquer les effets dits du complexe de castration. Néanmoins, c'est justement cette incidence, cette relation comme un dénominateur de la coupure qui nous permet d'amener dans le champ de la castration l'opération circoncisoire, la Beschneidung, l'al, pour le dire en hébreu. Est-ce qu'il n'y a pas tout côté quelque chose qui nous permettrait déjà de faire un pas de plus sur la fonction de l'angoisse de castration. Eh bien, c'est celui-ci, ce terme qui nous manque. Je vais te le couper. Si la maman, que l'on qualifie de castratrice, et après, où sera-t-il le vivi-macher, comme on dit dans l'observation du petit Hans? Eh bien, à admettre que cette menace, depuis toujours présentifiée par notre expérience, s'accomplisse, il sera là. Dans le champ opératoire
de l'objet commun, de l'objet échangeable, qui sera là, entre les mains de la mère, qui l'aura coupé. Et c'est bien ce qu'il y aura dans la situation des Kant. Il arrive souvent que nos sujets fassent des rêves où ils ont l'objet en main, soit que quelques gangrènes l'aient détaché, soit que quelques partenaires dans leur rêve aient pris soin de réaliser l'opération tranchante, soit par quelque accident quelconque, corrélatif, diversement nuancé, d'étrangeté et d'angoisse, le caractère spécialement inquiétant du rêve, et bien là, pour nous situer l'importance de ce passage de l'objet soudain à ce qu'on pourrait appeler sa Zuhandenheit, comme dirait Heidegger, sa maniabilité dans le champ des objets communs et la perplexité qui en résulte, et aussi bien tout ce passage aux côtés du maniable, de l'ustensile, c'est justement ce qu'il a dans l'observation du petit Hans, qui nous est désigné aussi par un rêve qui nous introduit l'installateur des robinets, celui qui va bien détecter, le revisser, faire passer toute la discussion de l'Eingeburtse, de ce qui était ou non bien enraciné dans le corps, au champ, au registre de l'amovible. Et ce moment, ce tournant phénoménologique, le voici, qui rejoint, qui nous permet de désigner ce qui oppose ces deux types d'objets dans leur statut. Quand j'ai commencé à dénoncer la fonction fondamentale dans l'institution générale du champ de l'objet, du sac du miroir. Par quoi ai-je passé? Par le plan de la première identification, méconnaissance originelle du sujet dans sa totalité à son image spéculaire. Puis, la référence transitiviste qui s'établit dans son rapport avec l'autre imaginaire, son semblable, qui le fait toujours être mal démêlable de cette identité de l'autre. Qu'est-ce qui introduit la médiation? Un commun objet qui est un objet de concurrence, un objet dont le statut va partir de la notion ou non d'appartenance, il est à toi ou il est à moi. Et dans ce champ, il y a deux sortes d'objets. Ceux qui peuvent se partager, ceux qui ne le peuvent pas. Ceux qui ne le peuvent pas, quand je les vois quand même courir dans ce domaine du partage,
avec les autres objets dont le statut repose tout entier sur la concurrence, cette concurrence ambiguë qui est à la fois rivalité mais aussi accord. Ce sont des objets cotables. Ce sont des objets d'échange. Mais il y en a. Et s'il est mis en avant le phallus, c'est bien sûr parce que c'est le plus illustre au regard du fait de la castration. Mais il y en a, vous le savez, d'autres. D'autres que vous connaissez. Les équivalents les plus connus de ce phallus. Ceux qui le précèdent, le cibale, le mamelon. Il y en a peut-être que vous connaissez moins, encore qu'ils soient parfaitement lisibles dans la littérature analytique, et nous essaierons de les désigner. Ces objets, quand ils entrent en liberté reconnaissable dans ce champ où ils n'ont que faire de l'échange, du partage, quand ils apparaissent, l'angoisse nous signale la particularité de leur statut. Ces objets antérieurs à la constitution du statut de l'objet commun, de l'objet communicable, de l'objet socialisé, voilà ce dont il s'agit dans le petit A. Nous les nommerons, ces objets, nous en ferons le catalogue, non sans doute exhaustif, mais peut-être aussi, espérons-le. Déjà, à l'instant, j'en ai nommé 3. Je dirais que, dans un premier abord de ce catalogue, il n'en manque que 2. Et que le tout correspond aux 5 formes de perte, de l'os, de ferloust, que Freud désigne dans l'inhibition symptôme angoisse, comme étant les moments majeurs de l'apparition du signal. Je veux, avant de m'y engager plus avant, reprendre l'autre branche de l'aiguillage autour de quoi vous m'avez perçu tout à l'heure en train de choisir. Je vais faire une remarque dont les à côté, je crois, auront pour vous des aspects éclairants. Qu'il n'est pas étrange, significatif de quelque chose que dans la recherche analytique se manifeste une bien autre carence que celle que j'ai déjà désignée en disant que nous n'avions pas fait faire un pas à la question physiologique de la sexualité féminine. Nous pouvons nous accuser du même défaut concernant l'impuissance masculine. Parce qu'après tout,
dans le procès. Bien repérable dans ces phases normatives. De la part masculine de la copulation. Nous en sommes toujours à nous référer à ce qu'on trouve dans n'importe quel bouquin de physiologie concernant le procès de l'érection d'abord, puis de l'orgasme. La référence au circuit stimulus-réponse n'est en fin de compte ce dont nous contentons, comme si l'homologie était acceptable de la décharge orgasmique avec la part motrice de ce circuit dans un processus d'action quelconque. Bien sûr, nous n'en sommes pas là tout à fait, loin de là même, dans preuve. Et le problème a été soulevé en somme par lui. Pourquoi? Dans le plaisir sexuel, le circuit n'est pas le circuit comme ailleurs le plus court. Pour retourner au niveau du minimum d'excitation, pourquoi il y a une force, un plaisir préliminaire, comme on le traduit, qui consiste justement à faire monter aussi haut possible ce niveau minimum. Et l'intervention de l'orgasme. À savoir, à partir de quel moment cette montée du niveau lié dans la norme au jeu préparatoire est interrompu. Est-ce que nous avons aucune façon donné un schéma de ce qui intervient du mécanisme, une représentation physiologique de la chose parlée, ce que Freud appellerait les apur-innervationen, le circuit d'innervation qui est le support de la mise en jeu de la décharge. Est-ce que nous l'avons distingué, désigné, isolé? Qu'il faut bien considérer comme distinct, qui fonctionnait avant, puisque ce qui fonctionnait avant, c'était justement que ce processus n'aille pas vers sa décharge avant l'arrivée à un certain niveau de la montée du stimulus. Et donc, il y a un exercice
de la fonction du plaisir tendant à se confiner à sa propre limite, c'est-à-dire au surgissement de la douleur. Alors, d'où vient-il ce feedback? Personne ne songe à nous le dire, mais je vous ferai remarquer que, non pas moi, mais ceux-là même, qui nous dit-il la doctrine analytique, devrait nous dire normalement que l'autre doit y intervenir, puisque ce qui constitue une fonction génitale normale nous est donné pour lier à l'oblativité. Il faudrait que nous concevions comment la fonction du don, comme telle, intervient au moment où on baise. En tout cas, bien son intérêt. Car ou c'est valable ou ça ne l'est pas. Mais il est certain que, de quelque manière, doit intervenir la fonction de l'autre. En tout cas, puisque une part importante de nos spéculations concerne ce qu'on appelle le soi de l'objet d'amour. C'est que c'est dans les perturbations de cette vie amoureuse que vit une part importante de l'expérience analytique, que dans ce soi, la référence à l'objet primordial, à la mère, est tenue pour capitale, la distinction s'impose. De savoir où il faut situer cette incidence criblante qui fait que pour certains, il en résultera qu'ils pourront fonctionner sur l'orgasme qu'avec des prostituées. Que pour d'autres, ce sera avec d'autres sujets choisis dans un autre registre. La prostituée, nous savons, par nos analyses, en relation à elle, presque directement engrainée sur la référence à la mère. Dans d'autres cas, les détériorations, dégradation de la Liebesleben, de la vie amoureuse, sont liées à l'opposition du terme maternel. Donc, j'évoque un certain type de rapport au sujet. Un certain type différent entre qu'elle devient le support, qu'elle est l'équivalent de l'objet phallique. Comment tout ceci se produit-il? Ce tableau, schéma, celui que j'ai reproduit une fois plus sur la partie supérieure du tableau, nous permet de désigner ce que je veux dire. Est-ce que le mécanisme, l'articulation, se produit au niveau de l'attrait de l'objet, qui devient pour nous ou non revêtu de cette glamour
cette brillance désirable, de cette couleur. C'est ainsi qu'en chinois, on désigne la sexualité. Ce qui fait que l'objet devient stimulant au niveau, justement, de l'excitation. En quoi cette couleur référentielle se situera, je dirais, au même niveau de signal qui peut aussi bien être celui de l'angoisse. Je dis donc à tout. Et alors, il s'agira de savoir pourquoi. Et je vous l'indique tout de suite pour que vous voyez où je veux en venir. Par le grand de l'investissement érogène originel, qu'il y a ici, en tant que petit A, présent et caché à la fois. Ou bien, ce qui fonctionne comme élément de triage dans le soi de l'objet d'amour se produit ici, au niveau de l'encadrement, par une Einschränkung, par ce rétrécissement directement référé par Freud au mécanisme du moi, par cette limitation du champ de l'intérêt qui exclut un certain type d'objet précisément en fonction de son rapport avec la mère. Les deux mécanismes sont, vous le voyez, aux deux bouts de cette chaîne qui commence à inhibition et qui finit par angoisse, dont j'ai marqué dans le tableau que je vous ai donné au début de cette année la ligne diagonale entre l'inhibition et l'angoisse. Il y a lieu de distinguer deux mécanismes différents et justement de concevoir en quoi l'un et l'autre peuvent intervenir du haut en bas de toute la manifestation sexuelle. J'ajoute ceci. Que quand je dis du haut en bas, j'y inclus ce qui, dans notre expérience, s'appelle le transfert. J'ai entendu récemment faire allusion au fait que nous étions des gens dans notre société qui en savions un bout sur le transfert. Pour tout dire, depuis un certain travail qui a été fait avant que notre société fût fondée, sur le transfert, je ne connais qu'un seul autre travail qui a été accompli, c'est celui de l'année qu'ici, avec vous, j'y ai consacré. J'y ai dit bien des choses. Certainement sous une forme
qui était celle qui était la plus appropriée, c'est-à-dire sous une forme en partie voilée. C'est certain qu'auparavant, dans ce travail sur le transfert antérieur, auquel je faisais allusion tout à l'heure, vous avez été apporté une division aussi géniale que celle de l'opposition entre le besoin de répétition et la répétition du besoin. Vous voyez que le recours au jeu de mots pour désigner des choses au reste non sans intérêt n'est pas simplement mon privilège. Mais je crois que la référence au transfert, à la limiter uniquement aux effets de répétition, aux effets de reproduction, est quelque chose qui mériterait tout à fait d'être étendu. Et que la dimension synchronique risque, à force d'insister sur l'élément historique, sur l'élément répétition, vécu en cela, risque de laisser de côté toute une dimension non moins importante et qui est précisément ce qui peut apparaître, ce qui est inclus, latent dans la position de l'analyste, par quoi, dans l'espace qu'il détermine la fonction de cet objet partiel. C'est ce que, vous parlant du transfert, si vous vous en souvenez, je désignais par la métaphore, il me semble assez clair, de la main qui se tend vers la bûche, et au moment où d'atteindre cette bûche va s'enflammer, dans la flamme, une autre main qui apparaît se tendant vers la première. C'est ce que j'ai également désigné en étudiant le banquet de Platon par la fonction nommée de l'agalma dans le discours d'Alcibiade. Je pense que l'insuffisance de cette référence synchronique à la fonction de l'objet partiel dans la relation analytique, dans la relation de transfert, est à mettre à la base de l'ouverture d'un dossier concernant un domaine dont je suis étonné et pas étonné à la fois, pas surpris tout au moins, qu'il soit laissé dans l'ombre, à savoir un certain nombre de boiteries de la fonction sexuelle qu'on peut considérer comme distribuées dans un certain champ de ce qu'on peut appeler le résultat post-analytique.
Je crois que cette analyse de la fonction de l'analyse comme espace ou champ de l'objet partiel, c'est précisément devant quoi, du point de vue analytique, nous a arrêté Freud dans son article sur analyse terminée et analyse interminable. Si l'on part de l'idée que la limite de Freud, ça a été, et on la retrouve à travers toutes ces observations, la non-aperception de ce qu'il y avait proprement à analyser dans la relation synchronique de l'analyser à l'analyse concernant cette fonction de l'objet partiel, on y verra. Et si vous le voulez, j'y reviendrai. Le ressort même de son échec, ou de l'échec de son intervention avec Laura, avec la femme du cas de l'homosexualité féminine, on y verra surtout pourquoi nous désigne dans l'angoisse de castration ce qu'il appelle la limite de l'analyse. Précisément dans la mesure où lui restait, pour s'en analyser, le siège, le lieu de cet objet partiel. Si Freud nous dit que l'analyse laisse hommes et femmes sur leur soif, l'un dans le champ de ce qu'on appelle proprement chez le mâle complexe de castration et l'autre sur le pénis naïve, ce n'est pas là une limite absolue. C'est la limite où s'arrête l'analyse finie avec Freud. C'est la limite que continue de suivre ce parallélisme indéfiniment approché qui caractérise l'asymptote, l'analyse que Freud appelle l'analyse indéfinie, illimitée, et non pas infinie. C'est dans la mesure où quelque chose dont au moins je peux poser la question de savoir comment il est analysable a été, non pas je dirais non analysé, mais révélé d'une façon seulement partielle où s'insitue cette limite. Ne croyez pas que je dise là, que j'apporte là quelque chose encore qui doit être considéré comme complètement hors des limites des épures déjà dessinées par notre expérience, puisqu'après tout, pour faire référence à des travaux récents et familiers au champ français de notre travail, c'est autour de l'envie du pénis qu'un analyste, pendant les années qui constituent le temps de son œuvre, a fait tourner tout spécialement ses analyses d'obsessionnels. Ces observations au cours des années précédentes, combien de fois les ai-je devant vous commenter et les critiquer pour en montrer avec ce que nous avions alors en main ce que je considérais comme en étant l'achoppement, formulerai ici d'une façon plus précise au point d'explication où nous arrivons, ce dont il s'agit, ce que je voulais dire.
De quoi s'agissait-il? Le voyons-nous à la lecture détaillée des observations. De quoi, sinon, de remplir ce champ que je désigne comme l'interprétation à faire de la fonction phallique au niveau du grand O, dont l'analyste tient la place. De couvrir, dis-je, cette place avec le fantasme de fellatio et spécialement concernant justement le pénis de l'analyste. Indication très claire que le problème avait bien été vu. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas par hasard. Je veux dire par hasard, par rapport à ce que je suis en train de développer aujourd'hui devant vous. Seulement ma remarque est que ce n'est là qu'un biais, et un biais insuffisant. Car, en réalité, ce fantasme utilisé pour une analyse qui ne saurait être là exhaustive de ce dont il s'agit, ne fait que rejoindre un fantasme symptomatique de l'obsessionnel. Et pour désigner ce que je veux dire, je me rapporterai à une référence qui, dans la littérature, est vraiment exemplaire, à savoir le comportement nocturne de l'homme au rat, quand, après avoir obtenu de lui-même sa propre érection devant la glace, il va ouvrir la porte sur ce palier, sur son palier. Au fantôme imaginé de son père mort, pour présenter devant les yeux de ce spectre l'état actuel de son membre. Analyser ce dont il s'agit donc uniquement au niveau de ce fantasme de fellatio de l'analyste, tellement lié par l'auteur dont il s'agit à ce qu'il appelait la technique du rapproché, au rapport de la distance, considéré comme essentiel et fondamental de la structure obsessionnelle, nommément dans ses rapports avec la psychose, c'est, je crois, seulement avoir permis au sujet, voire l'avoir encouragé, à prendre dans cette relation fantasmatique qui est celle de l'homme au rat, à prendre le rôle de cet autre, dont le mode de présence est justement ici constitué par la mort, de cet autre qui regarde, en le poussant même, je dirais, fantasmatiquement, simplement, c'est l'appellation, un peu plus loin. Il est évident que ce dernier point, ce dernier terme, ne s'adresse ici qu'à ceux dont la pratique permet de mettre la portée de ces remarques tout à fait à leur place. Je terminerai sur le chemin où nous avancerons plus loin la prochaine fois.
Et pour donner leur sens, ces deux images que je vous ai dessinées ici, dans le coin droit et bas du tableau. La première représente, ça ne se voit pas, c'est du premier coup, représente un vase avec son encolure. Je l'ai mise en face de vous, le trou de cette encolure pour désigner, pour bien vous marquer que ce qui m'importe, c'est le bord. La seconde est la transformation qui peut se produire concernant cette encolure et ce bord. À partir de là va vous apparaître l'opportunité de la longue insistance que j'ai mise l'année dernière sur des considérations topologiques concernant la fonction de l'identification, je vous l'ai précisé, au niveau du désir, à savoir le troisième type désigné par Freud dans son article sur l'identification, celui dont il trouve l'exemple majeur dans l'histoire. Voici l'incidence et la portée de ces considérations topologiques. Je vous ai dit que je vous ai laissé aussi longtemps sur le cross-cut pour vous donner la possibilité de concevoir intuitivement ce qu'il faut appeler la distinction de l'objet dont nous parlons petit a et de l'objet construit, créé à partir de la relation spéculaire. L'objet commun, justement, concernant l'image spéculaire. Pour aller vite, je pense vous le rappeler en des termes dont la simplicité suffira, étant donné tout le travail accompli antérieurement. Qu'est-ce qui fait qu'une image spéculaire est distincte de ce qu'elle représente? C'est que la droite, il devient la gauche et inversement. Autrement dit, si nous faisons confiance à cette idée, et nous avons ordinairement notre récompense à faire confiance aux choses, même les plus aphorismatiques de Freud, que le noir, non seulement est une surface, mais est, dit-il, une projection d'une surface, c'est en termes topologiquement de pure surface que le problème doit se poser. L'image spéculaire par rapport à ce qu'elle redouble est exactement le passage du gant droit au gant gauche, ce qu'on peut obtenir sur une simple surface à retourner le gant. Et souvenez-vous que ce n'est pas d'hier que je vous parle du gant ni du chaperon. Tout le rêve de la charte tourne, pour la plus grande part, autour de ce modèle. Faites-en maintenant l'expérience avec ce que je vous ai appris à connaître, ce que je ne connaissais pas encore, j'espère qu'il n'y en avait pas beaucoup, dans la bande de Möbius. C'est-à-dire ce que
je le rappelle pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, vous obtenez très facilement, n'importe comment, à prendre cette ceinture et après l'avoir ouverte, à la renouer avec elle-même en lui faisant faire, en cours de route, un demi-tour. Vous obtenez une bande de Möbius, c'est-à-dire quelque chose où une fourmi se promenant passe d'une des apparences face à l'autre face sans avoir besoin de passer par le bord. Autrement dit, une surface à une seule face. Une surface à une seule face ne peut pas être retournée. Car si effectivement vous prenez une bande de Möbius, si vous la faites, vous verrez qu'il y a deux façons de la faire selon qu'on tourne. On fait son demi-tour dont je vous parlais tout à l'heure à droite ou à gauche, et qu'elle ne se recouvre pas, mais si vous en retournez une sur elle-même, elle sera toujours identique à elle-même. C'est ce que j'appelle n'avoir pas d'image spéculaire. Vous savez d'autre part que je vous ai dit que dans le cross-cap, quand par une section, une coupure, qui n'a d'autre condition que de s'en rejoindre elle-même, après avoir inclus en elle le point troué du cross-cap, quand dis-je, vous isolez une part du cross-cap, il reste une bande de Möbius. La partie résiduelle, la voici. Je l'ai construite pour vous, je la fais circuler, elle a son petit intérêt parce que, c'est moi ici, ceci, c'est petit a. Je vous donne comme une optique, car je vous en servirai par la suite. Petit a, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça quand est produit la coupure, quelle qu'elle soit. Que ce soit celle du cordon, celle de la circoncision, et quelque chose encore que nous aurons à désigner. Il reste, après cette coupure, quelle qu'elle soit, quelque chose de comparable à la bande de Möbius. Quelque chose qui n'a pas d'image spéculaire. Alors, maintenant, voyez bien ce que je veux vous dire. Premier temps, le vase qui est ici. Il a son image spéculaire. Le moi idéal, constitutif de tout le monde de l'objet commun. Ajoutez-y petit a sous la forme d'un cross-cap. Et séparez dans ce cross-cap le petit objet, petit a que je vous ai mis entre les mains. Il reste adjoint à I de A le reste, c'est-à-dire une bande de Möbius. Autrement dit, je vous la représente là. C'est la même chose que si vous faites partir des points opposés du bord du vase, une surface qui se joint comme dans la bande de Möbius. Car à partir de ce moment-là, tout le vase devient une bande de Möbius, puisqu'une fourmi qui se promène à l'extérieur entre sans aucune difficulté à l'intérieur. L'image spéculaire devient l'image étrange
et envahissante du double devient ce qui se passe peu à peu à la fin de la vie de Maupassant, quand il commence par ne plus se voir dans le miroir, puis qu'il aperçoit dans une pièce quelque chose qui lui tourne le dos et dont il sait immédiatement qu'il n'est pas sans avoir un certain rapport avec ce fantôme. Quand le fantôme se retourne, il voit que c'est lui. C'est ce dont il s'agit dans l'entrée de petit A dans le monde du réel, où il ne fait que revenir. Et observez, pour terminer, ce dont il s'agit. Il peut sembler étrange, bizarre comme hypothèse, que quelque chose ressemble à ça. Observez toujours que si nous nous mettons en dehors de l'opération du champ visuel, pas un aveugle, fermez les yeux pour un instant et attention, suivez le bord de ce vase transformé. Mais c'est un vase comme l'autre. Il n'y a qu'un trou puisqu'il n'y a qu'un bord. Il a l'air d'en avoir deux. Cette ambiguïté du 1 et du 2, je pense que ceux qui ont simplement un peu de lecture savent que c'est une ambiguïté commune concernant l'apparition du phallus. Dans l'apparition, dans le champ onirique, et pas seulement du sexe, où il n'y en a pas. Apparemment, le phallus réel, son mode ordinaire d'apparition et d'apparaître sous la forme de deux phallus. Voilà, assez pour aujourd'hui.